Elisabeth, notre thème, tu le sais, c'est l'environnement. On va parler évidemment de cette crise qu'on est en train de subir. Est-ce que, selon toi, elle a accéléré justement cette transition écologique des entreprises? Oui, alors l'avenir le dira, c'est un peu compliqué. Moi, je ne suis pas très favorable au ou. En général, c'est et. Donc ça va avoir accéléré pour certains et puis ça aura ralenti ou rien fait pour d'autres. Ce qu'on a vu avec la crise quand même, c'est qu'on a pris conscience de plein d'interdépendances. Alors notre interdépendance à l'environnement, évidemment, l'interdépendance entre les générations, puisqu'on a enfermé les plus jeunes pour protéger les plus âgés, l'interdépendance d'un bout à l'autre du globe, puisque tout le monde s'est enfermé, la moitié de l'humanité, pour essayer de préserver. Donc ça, c'est intéressant quand même, cette idée-là. Je pense que l'idée aussi qu'on a arrêté les activités, on a pris des mesures assez radicales au nom de l'intérêt collectif, c'est pas mal. Et toutes ces interdépendances, ça fait écho à des choses qu'il faudrait qu'on montre, par exemple, dans la façon dont on fait face à la crise climatique. Donc avec un peu de chance, on aura gardé ça. Et puis on a pris conscience aussi de l'impact des activités humaines sur l'environnement, de manière très claire, parce que si tu te souviens, au début, tout le monde disait « Ah, la nature reprend ses droits, on voyait des animaux sauvages en ville, etc. » Les émissions de CO2, d'ailleurs, ont drastiquement baissé. Alors, les émissions de CO2 ont baissé de 6 à 7% en 2020, autant que ce qu'il faut qu'on fasse chaque année jusqu'à 2050, mais sans la crise. Donc, ça montre l'ampleur. Ça montre surtout l'ampleur des efforts qu'il faut qu'on fasse, le fait que les stratégies des entreprises doivent être radicales et pas incrémentales ou très progressives. Oui, ça montre le challenge, en fait. Alors, Elisabeth, je sais que vous aimez les bonnes nouvelles. Oui, j'adore ça. Moi, je vous suis et sur les réseaux. Et du coup, vous donnez, vous distillez les bonnes nouvelles quasiment quotidiennement. J'essaie, là. J'ai fait une petite pause pendant la trêve des confiseurs. Alors, quelle est la bonne nouvelle, une petite bonne nouvelle que vous pourriez nous partager? Sur la crise ou en général? Il y a plein de choses. Moi, je trouve que sur la période qu'on a traversée, on a vu aussi quand même que plein de choses qu'on pensait impossibles, en fait, étaient possibles. Je lisais sur les entreprises, par exemple, c'est fascinant. Nike expliquait qu'ils ont un cycle d'innovation. Normalement, il leur faut 18 mois entre le moment où une idée émerge et le moment où elle est mise en production. Pour lancer des visières faites à partir des modèles Nike Air, ils ont mis 2 semaines. Donc là où j'imagine si quelqu'un avait briefé les gens de l'innovation chez Nike en disant « Bon, maintenant, vous allez nous sortir un nouveau produit avec ce qu'on a déjà, mais en fait en 2 semaines, pas en 18 mois », tout le monde aurait dit « Non, mais vous êtes dingue ». Et donc, on a vu plein de choses, comme le 100% télétravail. Il y a plein d'entreprises qui disaient « Ah ben non, mais c'est absolument pas possible, même un jour par semaine, ça n'est pas possible ». Et on a vu que si, c'était possible. Donc, je trouve, on a vu le CEA travailler avec des makers, enfin des alliances très improbables. Donc, je trouve que ça, c'est quand même la bonne nouvelle de 2020. Et ça nous incite à toujours challenger la réponse que quiconque peut nous faire en disant ah non mais ça c'est pas possible. Alors je vais te citer, tu dis la question clé de ces derniers mois, c'est quand même de savoir ce qu'est une activité essentielle à la société, à la vie des gens. Oui, ça s'est beaucoup posé cette question pour savoir quelles activités on arrêtait ou on n'arrêtait pas. C'était est-ce que votre activité est essentielle à la société? Et d'une certaine façon, là pour le coup, la crise aura sans doute accéléré le mouvement autour de la fameuse raison d'être, la mission, le purpose des entreprises. Parce que ce sujet-là qui avait été poussé par la loi Pacte avant la crise, finalement, s'est reposé. Je lisais hier que, je crois, la moitié des marques disent que la crise les a poussées à travailler leur raison d'être ou à la remettre en cause, en fait. Donc, il y a quand même cette question-là qui est, en gros, de rendre explicite la contribution positive qu'une entreprise veut amener à la société. Elle sort plus fortement de la crise, avec l'idée quand même, parce que dans la crise, on était aussi face à l'urgence, qu'il y a la déclaration d'intention, le récit pour moi qui est extrêmement important. Il ne faut pas sous-estimer cette partie de mise en mots, mais il y a aussi la mise en acte. Et face à l'urgence, typiquement, je prends Maïf, qui avait travaillé beaucoup sur sa raison d'être en amont de la crise. Au début du confinement, ils ont dit bah, tiens, nous, on va faire 100 millions d'euros d'économies sur la sinistralité automobile, puisque les gens ne prenaient plus leur voiture. Et bah, comme on est engagé, assureurs militants, etc., cet argent-là, on va le restituer à nos sociétaires en leur proposant aussi de le donner aux soignants. Et donc, très vite, la déclaration d'intention, pour ne pas être
pipeau ou éviter un espèce de raison d'être washing, mission washing, je ne sais pas quoi. Elle doit se traduire dans des actes, des preuves en fait. C'est très fort, hein, du coup, de remettre l'intérêt général au sein de la mission même de l'entreprise. C'est donc le bon moment de réinventer son entreprise. Je pense que c'est le bon moment. Après, la loi Pacte sur la raison d'être n'explique pas forcément ce qu'est une raison d'être. Donc on voit bien dans les premiers exemples que certaines entreprises ont tendance à juste re-raconter ce qu'elles font déjà, finalement, et l'utilité sociétale supposée de leurs activités existantes, alors que pour moi, le sens d'une raison d'être au regard de la crise climatique, des impératifs sociétaux, etc., c'est vraiment d'annoncer comment l'entreprise veut transformer ses activités pour contribuer positivement à la transformation de la société et du monde et de la planète. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Ouais. Alors, j'aimerais te partager un sondage CJD. Yes. Tu sais que les membres CJD qui ont répondu sont pro-transition écologique des entreprises. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça ne m'étonne pas d'eux. Alors, on a quand même cette grande question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Est-ce que s'engager dans une transition écologique, ça coûte cher? On sait qu'on est dans une période de crise. On n'est pas là pour culpabiliser nos JD et leur dire si vous ne faites pas votre transition écologique, vous allez devoir vous flageller 3 fois plus. Comment on fait pour le faire sereinement, et j'allais dire sans culpabiliser? Sereinement, en ce moment, c'est un peu compliqué, il faut voir. Mais je pense que la perspective, ça dépend de la perspective qu'on a en fait sur le sujet. Il y a quand même eu beaucoup d'études depuis le fameux rapport Stern sur le climat, qui était le premier rapport d'un économiste sur le climat. Et il y en a eu beaucoup depuis, ça c'était en 2005. Il y en a eu plein depuis, qui disent tous la même chose, qui disent ça va coûter plus cher. Alors, collectivement, au niveau planétaire, économique, etc., de ne rien faire que d'agir. Donc ça, c'est déjà un premier truc. C'est ultra prouvé, ultra documenté. Dans le rapport Stern, il disait ça va coûter 1% du PIB mondial chaque année d'agir pour faire face au réchauffement climatique. Et ça va coûter 15 à 20% du PIB chaque année de faire face aux conséquences du changement climatique si on ne fait rien. D'accord? Donc ça, après, la question, c'est évidemment comment ça se passe quand on ramène ça au niveau d'une entreprise. Il y a plein de choses. Il y a les économies sur les ressources. Si vous prenez, alors en ce moment, on le voit d'ailleurs, si vous prenez moins l'avion, moins la voiture, des bureaux plus petits parce qu'une partie des gens sont en télétravail, factuellement, vous faites des économies. Et donc, il y a ça. Il y a le fait quand même du côté des coûts que très peu d'entreprises évaluent en fait ce que ça va leur coûter. Donc on fait un peu l'autruche là-dessus. C'est-à-dire que les rapports montrent que ça va coûter plus cher de rien faire. Au niveau individuel, les entreprises ne font pas, la plupart du temps, les études, les simulations de scénarios. Qu'est-ce que ça va coûter d'être dépendant au plastique? Qu'est-ce que ça va coûter sur des matières agricoles? Pensez aux vignobles, etc. D'être dans des zones qui vont être très il par le changement climatique. Il y a le risque physique. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils n'ont pas le temps? Parce que ça coûte de l'argent? Parce que je pense que ce n'est pas une priorité stratégique aujourd'hui. Que malgré tout, on ne voit pas ça encore comme quelque chose qui peut impacter le modèle économique et pousser, un peu comme Mathieu tout à l'heure, mais d'une autre façon, les entreprises à faire preuve de résilience, c'est-à-dire à rebondir, à modifier leurs activités. Parce que si vous vendez une matière première, même transformée, qui est très exposée au climat et qui demain, dans 20 ans, dans 30 ans, n'existe plus dans les mêmes quantités, ça pose un problème. Il va falloir changer d'activité. Et l'autre chose que les entreprises ne voient pas, c'est les opportunités de marché, qui étaient très bien illustrées par l'exemple de Mathieu tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Il y a aussi, dans le développement durable, dans ces défis, des solutions à proposer et des opportunités et des marchés. Et ça, ce n'est pas évalué non plus souvent. D'ailleurs, je crois que tu as un super exemple. Tu voulais nous parler de l'exemple de Fray. Oui, Fray, c'est un de nos clients qui est une foncière commerciale, donc il fait des centres commerciaux. Ça s'appelle Shopping Promenade. Antoine Fray. Exactement. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait quoi? Il a décidé, il s'est engagé à devenir neutre en carbone. Et pour quantifier tout ça, justement ce que ça lui coûte aujourd'hui, ou ce que ça lui coûterait s'il était obligé de réparer, entre guillemets, l'impact de ses activités sur le climat, il calcule son résultat net modifié du coût de réparation, entre guillemets, de son impact sur le climat. Et c'est assez significatif, puisque quand le résultat net est de 50 millions d'euros, et ben en fait, il passe à 43 à peu près, parce que ça, en théorie, il devrait mettre 7 millions d'euros sur la table pour réparer son impact climatique. Et ça, c'est typiquement, il y a des choses très intéressantes chez Kering aussi, avec l'IPNL, qui est un peu la même idée de réparer. Qu'est-ce que seraient les résultats financiers du groupe s'il devait payer pour ses impacts environnementaux? Alors évidemment, c'est fondé sur des estimations, etc. Mais ça donne déjà, et moi je trouve ça assez gonflé de la part d'une entreprise cotée, dans les deux cas d'ailleurs, de dire à ses actionnaires, si je devais réparer, payer vraiment pour mes impacts environnementaux, mon résultat baisserait de temps. Déjà, si tout le monde faisait ce calcul-là,
il y aurait peut-être moins cette idée que ça va coûter de l'argent. Ouais, il faudrait peut-être presque que ce soit obligatoire, non? Oui, que ce soit open source. Ce qui est le cas d'ailleurs chez Kering. L'IPNL de Kering, la méthodologie est en open source pour que d'autres entreprises le fassent. Alors justement, si on a envie de s'intéresser, donner des clés très concrètes à nos JD qui nous regardent, quel serait peut-être le point de départ et peut-être ensuite les étapes clés à suivre? Bon, il y a plein de points de départ, en fait. Moi, je crois que la crise a montré aussi quand même, et du coup, on est encore là-dedans, le besoin de choses très concrètes et très locales. Nous, chez Utopie, on travaille beaucoup sur le sujet de l'ancrage local, de la relocalisation des achats, de la façon dont une entreprise peut stimuler l'économie locale. Faut rappeler que si on veut agir sur le climat, il y a évidemment la question des sources d'énergie. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure chez Utopie. On est aussi chez Enercop, comme le JD qui a parlé tout à l'heure de la mobilité. Donc ça, c'est facile de passer aux énergies renouvelables. Mais il y a aussi l'intensité carbone des activités. Et l'intensité carbone des activités, c'est beaucoup lié au transport. Donc si on relocalise les achats, si on relocalise même les débouchés, si on essaie de vendre plus localement ou de produire près de là où on vend, en tout cas, c'est aussi une façon d'agir sur le climat. Et puis, par exemple, l'économie circulaire qui a été abordée aussi tout à l'heure, c'est par définition local. Si j'utilise des voitures... Éco-conception des produits. Oui, éco-conception des produits aussi. Réutiliser. Exactement. Mais réutiliser des produits qui existent déjà. Voilà. Par exemple, acheter de l'informatique d'occasion plutôt que l'informatique neuve, etc., etc. Et ça se fait forcément localement parce que ça a plus de sens localement. Et c'est une bonne façon donc il y a vraiment des choses assez faciles. Et puis, commencer par le climat, par exemple, ce n'est pas une mauvaise idée, parce que c'est 60% de l'impact de l'humanité, de l'impact environnemental. Et les étapes sont en gros les mêmes pour tout le monde. Donc, commencer à réduire, passer aux énergies renouvelables, travailler sur sa politique de transport, comme ça, de transport des salariés, de transport des produits, etc. Ça a été abordé tout à l'heure. Là, en plus, on a pris des bonnes habitudes avec la crise, puisqu'on ne prend plus l'avion, ou très peu. Donc, peut-on garder ces bonnes habitudes, faire un peu plus de visio, etc. C'est pas que les bâtiments aussi. Comment? Oui, les bâtiments, exactement, l'isolation des bâtiments. Enfin, il y a plein de mesures qui sont accessibles à tous et qui coûtent un peu d'argent, mais qui objectivement font faire des économies et qui surtout, il ne faut pas oublier ça aussi dans les opportunités, ça crée une dynamique qui est très motivante pour les équipes en interne et qui permet aussi de distinguer l'entreprise. Dans les JD, il y a beaucoup, comme nous, d'entreprises de 50 personnes qui ne sont pas très très grosses. C'est aussi une façon de se distinguer pour attirer les talents, pour les garder, etc. Oui, c'est ça. C'est vraiment, tout est lié, j'allais dire. L'environnement, le social, on ne peut pas dissocier les deux aujourd'hui. Non, et ce qui est lié aussi, c'est l'image de la marque. Et la marque employeur, par exemple. C'est les mêmes personnes. Quelle belle transition, Elisabeth. Alors, j'ai envie de parler de ton magnifique livre Marque Positif. C'est la deuxième édition, je crois. Ah non, c'est la première. C'est la première. Non, mais par contre, ça fait un an. Voilà. Qu'il est sorti. Mais ça fait plusieurs fois que j'en parle. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Superbe ouvrage avec beaucoup d'exemples. Toujours. Moi, je trouve ça c'est très concret. Plus un chef d'entreprise, en fait. Voilà. Pas la théorie, les exemples de gens qui l'ont fait. Alors, justement, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples qui t'ont marqué ou qui pourraient illustrer un peu ce que... Oui, il y en a pas mal sur le climat, puisqu'on parlait du climat tout à l'heure. Il y a un exemple que j'aime bien, moi, qui est le leader du burger en Scandinavie, devant McDo et Burger King, qui s'appelle Max Burger, mais qui est une entreprise suédoise à la base. D'accord. Qui a commencé il y a quelques années par afficher l'impact carbone de ses burgers pour que les gens, et du coup en lançant des burgers végétariens. Oui, puisqu'on sait que la viande rouge quand même c'est un petit sujet sur le climat. Sujet, et en fait, quelques années après, ils se sont engagés à devenir le premier burger climate positive, donc même aller au-delà de la neutralité carbone d'une certaine façon pour absorber plus de carbone qu'ils n'en émettent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment pour faire ça, ils compensent leurs émissions en plantant en finançant des plantations d'arbres, etc. Mais surtout, ils se sont engagés à avoir un burger sur 2 dans leur restaurant qui soit végétarien en 2022, ce qui est juste énorme en fait. Imaginez ce changement-là chez d'autres leaders du burger qu'on connaît, qui proposent toujours pas un burger végétarien au menu, autrement qu'en option de temps en temps, en promo, etc. C'est juste énorme. Donc ça, c'est des exemples. Évidemment, l'autre exemple, et le fondateur de Patagonia a préfacé le bouquin, c'est Patagonia, qui reste un super bon exemple parce qu'à la pointe du marché textile, enfin toutes
toutes les voies à explorer dans la mode, ils les ont explorées avant tout le monde depuis 30 ans. Donc si vous avez une entreprise de mode aujourd'hui, que vous vous posez la question « qu'est-ce que je peux faire ?» C'est simple, il suffit de regarder ce que fait Patagonia. Et notamment depuis 3-4 ans, avec beaucoup de choses autour de la seconde vie des vêtements, la réparation, la page qui se sont payés en pleine Fashion Week dans le New York Times en 2011 qui disait « n'achetez pas cette veste » avec une veste Patagonia en disant « elle a beau être hyper écolo, le geste le plus écolo que vous puissiez faire, c'est de ne pas l'acheter si vous n'en avez pas besoin », ce qui est hyper fort. Et beaucoup d'engagement depuis sur la réparation des produits, la mise à disposition de fiches pour réparer les produits, etc. Incroyable. Peut-être un petit mot sur Interface aussi, je crois. Un petit mot sur Interface. Alors Interface, c'est intéressant parce qu'en général, on me dit « ah oui, mais les burgers… » Interface. Les burgers et Patagonia et les fringues, tout le monde connaît. Voilà. Interface, c'est du business to business. Donc c'est une entreprise qui vend à des entreprises et qui vend le produit anti-sexy par essence, qui est les dalles de moquette de bureau, ce qui est très étonnant. J'en parle avec des éclairs dans le regard. Moquette, on aime la moquette. Oui, en fait, on finit par aimer la moquette grâce à Interface. Pourquoi? Parce que cette entreprise-là, son PDG, Ray Anderson, que j'ai bien connu, a en 1994 décidé qu'il allait engager son entreprise dans une transformation, alors pour le coup radicale, qui visait à dire, en fait, on n'a rien compris, parce que les dalles de moquette, c'est essentiellement du pétrole et du pétrole, du pétrole sur la sous-couche et du pétrole sur le textile. Et on va devenir, en 2020, une entreprise qui a 0 impact sur l'environnement. Ça veut dire 0 pétrole? Un truc complètement fou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, ils sont passés à 50% de matières premières qui sont renouvelables, donc issues de la nature, de la laine, etc., ou recyclées. Donc beaucoup de matières recyclées. Ils ont réduit ils sont à 90% d'énergie renouvelable sur tous les sites, toutes les usines, tous les bureaux. Enfin, c'est juste gigantesque. Et là, ils viennent de lancer les premières dalles de moquette qui sont à nouveau un peu comme Max, non pas juste neutres en carbone, ça ils en avaient pas mal, mais qui stockent du carbone pendant leur processus de production. Oui, déjà faire des efforts, Elisabeth, on n'est pas là pour dire le 100%, 0. C'est déjà bien quand on fait des efforts, on n'est pas là non plus pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. On n'est pas dans cette non, alors ça c'est bien, manichéenne. Ça c'est mal, sûrement pas. En revanche, je pense qu'il faut avoir conscience, et c'est un peu ce qu'amène le concept de neutralité climatique ou carbone, qui par ailleurs est un peu contesté par certains, dont Jean-Marc Jancovici qui a été évoqué tout à l'heure. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est quand même que le développement durable, c'est pas que des changements techniques à la marge, c'est un changement culturel profond. Et c'est ça, au fond, dont on a besoin aujourd'hui, que les chefs d'entreprise comprennent quand même que il n'y a pas de scénario business as usual qui mène à résoudre le problème climatique. Il n'y a pas de scénario business as usual qui mène à respecter les accords de Paris, à la neutralité climatique planétaire en 2050. Il va falloir des changements radicaux quand même. Donc ce n'est pas un sujet de bien ou mal. En revanche, on a besoin de toute la créativité, toute l'intelligence et toute la capacité entrepreneuriale que les chefs d'entreprise sont capables de mettre sur le sujet. Et tous les secteurs, évidemment. Tous les secteurs sont concernés. Bien évidemment. Ce n'est pas que ce qu'on imaginait il y a 20 ans, que les chimistes, les constructeurs automobiles, etc. Bon.